Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Metz Handball est à 48 heures d'une nouvelle finale de Coupe de France, la 5e consécutive, avec en vue, qui sait, un 5e sacre de rang. Nous allons bien sûr nous projeter sur ce match, mais nous évoquerons aussi la réception de la Stella Saint-Maur le week-end dernier, avec notre invitée du jour, c'est Lucie Granier. Bonjour Lucie. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission. Comment ça va à l'approche de l'odeur d'un nouveau titre peut-être qui arrive ? Forcément, on sent de l'excitation monter, on a envie d'y être et finalement, on n'a plus beaucoup de jours à attendre maintenant. Voilà, l'impatience commence à monter. On va en parler tout à l'heure de cette Coupe de France avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par Arthur Carmier de l'Ami Sport. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. Pas trop de courbatures ? Non, ça va, ça va. La préparation physique tout le long de la saison a été folle. On va peut-être dire aux téléspectateurs. Aux spectateurs, effectivement, on peut les mettre dans la confidence. Il y avait un tournoi de la presse du FC Metz, ça a joué à Saint-Symphorien entre différents organes de presse, donc ça a joué très fort. On attend le tournoi pour Metz Handball, on sait jamais. En tout cas, avec le cœur, on peut dire qu'on a battu l'Est républicain qui avait des maillots de l'Est Nancy-Lorraine. Donc, ça, l'honneur est sauf à partir de là. À tes côtés, il y a Claire, notre supportrice qui est de retour. Comment ça va Claire ? Ça va très bien. T'as vu, je suis déjà prête en jaune pour Bercy. En jaune pour Bercy, tu vas pas te changer jusqu'au match ? Si, quand même. Je vérifierai. Bon allez, vous connaissez la formule, on démarre avec l'actu. Un mot de National 1 féminine pour commencer avec les jeunes Dragons de Metz Handball qui recevaient Chambéry pour leur dernier match à domicile de la saison. Résultat, une victoire 31-29 au terme d'un match très accroché. Grâce à cette performance, les jeunes Dragons verrouillent leur place sur le podium. Il faudra encore jouer un dernier match, ce sera ce 30 mai sur le terrain du Strasbourg ATH pour savoir quelle est la place définitive. Pour le moment, Metz Handball est en première place, mais tout est encore possible dans le top 3. On écoute justement la réaction de Nina Canto après la rencontre. Nina, deuxième victoire cette saison contre Chambéry, une des équipes les plus accrocheuses de cette poule qui visait aussi le haut de tableau. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ça fait un 3/4 parce qu'il y avait Noisy et Chambéry qui étaient un petit peu dans le viseur pour nous évaluer en termes de niveau en tant que centre de formation. Ce sont des équipes qui ont un niveau, je pense, des deux. Donc c'était important pour les filles de pouvoir se challenger sur ces rencontres-là et vraiment se dire où est-ce qu'on en est au match aller. On arrive à gagner là-bas avec une équipe un petit peu adaptée. Là, cette semaine, on s'entraîne avec quasiment personne. Finalement, à la fin, elle et Ivana sont avec nous, mais on n'a rien préparé avec elles. Donc, ce qui était difficile pour moi, c'était en fait que toute la semaine, j'ai préparé avec les autres filles en me disant je ne les aurais sûrement pas. Donc, elles ont joué le jeu, elles sont engagées. Et finalement, la veille, tu apprends qu'elles sont là, donc tu es contente. Mais comment est-ce que tu gères humainement celles que tu as mobilisées pour pas qu'elles se sentent aussi, d'un côté, les meilleurs reviennent, on compte plus sur nous. Donc, c'est ce qui m'a tracassé un peu avant le match. Force est de constater que j'ai réussi à faire jouer tout le monde, que tout le monde a pu apporter sa pierre à l'édifice. C'était mon challenge. Et en plus, aller au bout avec les points. Donc, pour moi, c'est vraiment un match de très haut niveau et j'ai surtout vu une unité. Non, franchement, je suis vraiment contente. Je trouve que c'est une saison qui est pleine d'encouragement et d'espoir. Beaucoup de filles du centre de formation ont pu jouer avec les pros. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé au club. Et en vrai, c'est peut-être le plus important. C'était le dernier match à la maison de la saison. En tribune, il y avait des joueurs de la N1 masculine, il y avait des joueuses des Dragons qui étaient là et il y avait aussi des supporters du Cup Mur Jaune Messin. C'est un beau soutien quand même pour bien terminer. C'est un super soutien. J'ai envoyé les messages hier soir et le Mur Jaune m'a répondu directement. On sera à la Nina. Donc je remercie du fond du cœur. Et le fait de voir les joueuses professionnelles venir les voir, c'est quelque chose qui est super. Donc vraiment, Lilou, Léna, Bécha, les joueuses qui viennent quand même régulièrement voir les jeunes, c'est un gros message d'espoir pour elles et surtout se sentir dans cette famille Metz Handball. Alors on a entendu Nina Canto nous parler d'une saison pleine d'espoir et de promesses, etc. Moi je vais vous donner quelque chose qui est peut-être pas plein d'espoir et de promesses, c'est le retour de l'actu des réseaux. Regardez. On est en Ligue 2, on est en Ligue 2, on est en Ligue 2. Quoi ? Je peux lâcher le foot, ça y est ? Bon, je vais pouvoir me mettre à jour dans les réseaux et il y a des choses que je ne vous ai pas montrées ces dernières semaines. Ça commence par l'anniversaire de Betchaïdel Ngombele, fin avril. Elle avait encore un nez complet, mais la bataille avec les bougies lui a donné du fil à retordre. Sacré souffle quand même, il faut le dire. Petit détour par la Hongrie pour voir deux visages bien connus soulever la Coupe de Hongrie, c'était début mai. Profitez-en bien des sourires les Hongrois, il y en a une qu'on récupère bientôt. Changement d'ambiance avec Grace Zahadi qui continue de se montrer engagée auprès des enfants et de l'association Ella. De passage dans la salle d'entraînement des arènes, ça défend dur, mais c'est sifflé ça Nanou. Allez-y, 2 minutes sur le banc et on ne discute pas. En Slovénie, l'heure était aux célébrations pour l'équipe de Krim et de Tamara Horacek. Par contre, petit rappel, le champagne, ça se boit quand même. Allez, chin. On conclut avec le team building des Dragons, ça c'est tout frais. Un petit laser game et un peu de VR. Piou piou piou. Ça avait l'air d'être une sacrée expérience, surtout pour Anne-Emmanuelle Augustine et Chloé Valentini qui ont totalement changé d'univers.
On dirait moi en fin de soirée avec mes potes. Oui, alors tu sais, les entrecôtes... Bon allez zou, je me plonge dans les réseaux. Bisous à tous. Hamburger avec du fromage. Ça a l'air d'être quelque chose, Lucie, ce team building. T'as aimé, toi? Ouais, j'ai adoré. Franchement, c'était hyper cool. Et finalement, c'est des moments qui rapprochent aussi les filles et les coachs aussi, puisqu'ils ont joué avec nous. Donc, c'était très bien et très bien placé. Voilà. On peut le rappeler, il n'y avait pas que Nanou qui hurlait sur tout le monde. Non, il y avait quand même des bons moments de cohésion et de bonne ambiance, etc. etc. Je continue dans l'actu. On avait également la signature de Delia Golvet au Havre, la demi-centre qui peut aussi jouer arrière. Rebondit après avoir peut-être été un peu déçue à Paris 92 où elle a été prêtée par Metz. Elle va découvrir la 2e division et devrait bénéficier d'un rôle bien plus important dans ce projet. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite pour la saison à venir. L'autre actu de la semaine, ce sont les nominations pour les trophées de fin de saison de la LFH. Par 9 fois, les Dragons apparaissent dans les nominations. Sarah Bouktit parmi les meilleurs pivots, Léna Granvaux chez les demi-centres, Tyra Axner avec les arrières gauches, Lucie Granier dans le trio d'ailière droite, Suzanne Vajoka parmi les ailières gauches, Emmanuel Moynat peut être le meilleur entraîneur, Sarah Bouktit et Léna Granvaux peuvent de leur côté être nommées meilleures joueuses. Et enfin, Lucie, à nouveau, pour le plus beau but de l'année. Claire, c'est une belle moisson que peut s'offrir Metz Handball encore une fois au trophée LFH. Oui, j'ai envie de dire presque comme toutes les années. Il y a souvent du jaune et bleu dans les nominations. Oui, voilà, c'est assez équilibré. Brest, Metz, on voit aussi que sur les autres postes, il y a aussi des joueuses il y a du Chambray, méritantes. Voilà, mais c'est sûr qu'on est toujours très bien représentés. En même temps, au goal à virage, on est meilleure équipe d'attaque et meilleure équipe de défense. Donc on est bien représentés. Je trouve ça bien. Lucie, ça représente quoi pour toi d'être dans les nominations pour les trophées de fin de saison comme ça? C'est toujours une petite récompense individuelle au milieu d'un sport qui est quand même très collectif. Forcément, déjà être dans les 3 nominés, c'est quelque chose d'incroyable. C'est aussi une reconnaissance du travail qu'on fait tout au long de l'année. Donc ouais, c'est quelque chose d'important qui me tient à cœur. Et ensuite, le reste, c'est pas moi qui décide. Ah, les votes sont ouverts. Maintenant, c'est les supporters en grande partie qui vont faire leur travail sur le site de la LFH. Tu es nommé aussi pour le plus beau but de la saison. On l'aperçoit par derrière moi. Qu'est-ce que tu en penses de ce but? C'est ton plus beau but de cette saison? Je sais pas. Je sais pas si c'est le plus beau but. En tout cas, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'avais une manière parfois de tirer qui pouvait être un peu étrange et qui parfois était un peu sympa à voir. Alors, moi, je joue aussi pour que les gens prennent du plaisir à venir. Aujourd'hui, les arènes sont toujours pleines. Donc, si parfois des petits buts de nous-mêmes peuvent apporter un peu de joie, j'en suis contente. Alors, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas, c'est celui qui a été sélectionné. Celui qui a été retenu, en tout cas. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de commenter plusieurs matchs avec Laura Godard cette saison. Et à chaque fois, aux commentaires, elle disait les tirs esthétiques de Lucie, parce que tu as une manière assez spéciale de tirer. Et c'est vrai que souvent, on voit des grandes envolées comme ça. C'est plutôt sympa. Moi, je valide le côté les tirs esthétiques de Lucie Granier. On va déposer la marque. Mais c'est vrai qu'il y a des joueuses qui aiment faire des belles choses, des roucoulettes, des chabs. Et en fait, moi, c'est ma manière de tirer qui est un peu bizarre. Ouais, c'est spontané aussi, finalement. Oui, alors bien sûr, j'adore. Maintenant, je l'utilise, après beaucoup d'années de travail, je l'utilise aussi en conscience. Mais c'est vrai que parfois, je ne fais pas exprès. Et c'est ce qu'aiment en général les supporters. Ouais, bon, en tout cas, ça réussit pas mal, parce que les buts, t'en mets un paquet, donc c'est OK de ce côté-là. Arthur, il y a une des nominations, en tout cas une des non-nominations qui a un peu fait parler chez les supporters, c'est le fait que Johanna Bunsen n'ait pas été retenue parmi les meilleures gardiennes. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Je suis assez partagé, parce que c'est vrai que nous, on a l'image de Johanna Bunsen qui a rayonné notamment en Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions ne devrait pas impacter... Là, c'est vraiment la LFH, là. La Ligue des Champions ne devrait pas impacter notre raisonnement sur la LBE. Ça me dérange quelque peu qu'elle n'y soit pas, mais d'un côté, les gardiennes qui y sont le méritent également, et elles ont eu la chance de disputer l'intégralité de la saison, même si Johanna Bunsen, elle a quand même largement joué avec Metz Handball. Elle a que 4 ou 5 matchs de moins seulement. Donc, si je me fie à ce qu'il y a sur le site de la LFH en termes de statistiques, Johanna Bunsen est crédité de 20 matchs, là où les autres en ont 24 ou 25. Donc après, ce sont des gardiens qui ont peut-être plus eu l'occasion de se montrer, moins Camille Depuisé que les 2 autres gardiennes, parce que forcément, quand on est dans une équipe dominante... Si tu veux, j'ai les stats là sous les yeux. Léa Farc, c'est 244 parades sur 774 tirs, donc 31,52. C'est la gardienne qui s'est peut-être
le plus fait mitrailler cette saison. Et elle a 10 parades par match. Rinka Dwincham qui est à 186 parades sur 567 tirs, 32,8% de parades, 8 arrêts par match. Et Camille Depuiset, c'est 126 parades sur 330 tirs, 38% de parades sur 23 matchs, donc 5,47. Voilà, peut-être Camille Depuiset, on aurait pu discuter avec la présence de Florian André, qui est du même club et qui est quasiment à 38%, mais finalement, elles n'ont pas démérité ces gardiennes qui sont... Non, elles n'ont pas démérité, même si... il faudrait voir aussi les pourcentages de Johanna Bunsen, pardon. Mais c'est vrai que... je t'en prie, vas-y. Je le possède. 167 parades sur 467 tirs, c'est un pourcentage de 37,68, 8,8 parades par match. Donc c'est pas infamant non plus. C'est un très beau pourcentage. Donc après, c'est le jeu de ces trophées de fin d'année, mais on va dire que faire des choix. Pour avoir une petite consolante, ils lui ont donné une nomination pour le meilleur arrêt les meilleurs arrêts de la saison. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Claire, de l'absence de Johanna Bunsen dans le top gardien ? Moi, j'étais quand même déçue parce que c'est pas comme si, justement, comparé à Brest, elle devait partager son poste. En fait, c'est la gardienne titulaire, donc on va dire que dans tous les moments chauds, elle est là. Moi, je me souviens du match contre Brest à l'aller, où elle fait un match exceptionnel. En Coupe de France, c'est différent, mais en vrai, c'est quand même notre gardienne titulaire. Donc, je trouve qu'en termes de régularité, elle est là. Alors, elle est peut-être, c'est ce qu'on disait lors d'une émission, elle est peut-être moins spectaculaire qu'Atadou sur certains, comme type de gardienne, mais je trouve qu'elle est hyper stable. Donc moi, oui, forcément, j'ai été un peu déçue de ne pas la voir, mais je suis sûre qu'elle s'en donnera peut-être à cœur joie pour des dimanches ou des Final Four, prouver qu'elle a toute sa place dans ce trio. Le poste de gardienne est souvent revenu dans les discussions autour du Final Four, où Metz Handball avait besoin d'une grande gardienne pour bien performer au Final Four. Si elle nous récupère le titre de meilleure gardienne du week-end de début juin, là, moi, ça me va très bien. Et si elle n'a pas celui de la LFH, on s'en consolera très vite. Mais là, on se pose évidemment tous des questions. C'est que c'est sans nul doute la meilleure gardienne du championnat de France. Et elle n'est pas dans ces récompenses-là individuelles parce que d'autres ont fait aussi de belles choses cette saison. Après, il faut regarder peut-être un peu plus à la loupe avec peut-être des arrêts décisifs pour certaines autres gardiennes qui ont pu leur permettre de faire avancer leur club, etc. Ce qui n'a peut-être pas été jugé en faveur de Johanna Bunsen. Je ne sais pas exactement comment a été fait la sélection. En tout cas, elle n'y est pas, mais... Pour toutes les autres qui sont nommées, il y a quand même 9 nominations pour Metz Handball. Les votes sont ouverts sur le site de la LFH. Il y a la possibilité de voter jusqu'au 1er juin. On verra combien Metz Handball récupère de trophées. La cérémonie aura lieu au lendemain du Final Four. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde dans l'assistance à ce moment-là, mais les trophées seront bel et bien distribués à ce moment-là. Je vous propose qu'on rentre désormais dans le vif du sujet. Il est temps de passer au récap. Samedi dernier, j'avais le plaisir d'être derrière le micro pour commenter la rencontre de Ligue Butagaz Énergie entre Metz Handball et la Stella Saint-Maur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Metz Handball a respecté l'adversaire avec du sérieux de la première à la dernière minute. Lucie, quel est ton ressenti à toi sur ce match où vous avez quand même réussi à creuser un bel écart au fil de la rencontre ? Je pense qu'on a fait un très bon match. Je pense que les filles de Stella, elles ont fait un très bon match aussi. Elles manquaient de turnover, ce qui fait qu'elles étaient quand même assez fatiguées. Mais voilà, je trouve qu'elles ont des très bonnes individualités. Elles étaient très impactantes. On a su bloquer, on va dire, en défense, mais un peu tard, parce qu'on a quand même pris pas mal de buts. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y a quand même pas mal de buts qui sont passés. Ouais. Donc non, c'est très positif. On avait à cœur aussi de bien jouer pour le public. Ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Quelle image on aurait si on s'arrêtait de jouer, si on ne peut pas être premier. Je veux dire, j'ai été dans des clubs qui jouaient le milieu de tableau. J'ai eu la chance de vivre ça. Et il faut toujours continuer à jouer. Et c'est aussi... déjà, on prépare des échéances très, très importantes à la fin de saison, qui commencent dans 2 jours, mais aussi pour l'esprit. C'est pour moi... et pour toute l'équipe, j'en suis sûre, hyper important d'avoir une image qui correspond à nos valeurs. Ça me fait un peu penser aux bons vieux All Blacks qui parfois gagnaient leur match très largement mais qui continuent à attaquer parce que c'est aussi ça le respect de l'adversaire, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Et si on lève le pied et qu'on commence à se faire des petites passes secrètes et à faire des kung-fu sur toutes les attaques, bon, c'est pas tout à fait respecter le jeu non plus et c'est aussi une bonne chose. Claire, on en parlait, la Stella a résisté peut-être à quelques individualités. J'ai là Jenna Batouré, Déborah Podar qui ont tenu peut-être la baraque en première mi-temps. Il y a aussi Chloé Pugliese qui a mis pas mal de buts aussi en deuxième mi-temps.
mi-temps. Ça a reposé sur des individualités du côté de la Stella. Oui, il y a eu des beaux mouvements, il y a eu des beaux gestes. C'était une très belle opposition. En première mi-temps, c'était quand même assez équilibré. Vous le disiez dans les commentaires, on aurait peut-être aimé un peu plus d'arrêt de gardienne. Et à un moment donné, ils sont arrivés. Du coup, vous l'avez demandé on n'en a pas eu, d'ailleurs. et en deuxième mi-temps, on a été servi, donc ça va. Donc non, on a eu une belle opposition. La Stella a bien tenu. J'ai trouvé que c'était un beau match à voir. Et puis en deuxième mi-temps, vous avez vraiment déroulé. Il y avait eu énormément de contre-attaques, de jeux rapides, mais j'ai trouvé aussi que vous avez trouvé beaucoup de combinaisons rapides sur le jeu placé. Les filles qui étaient sur le terrain, vous n'êtes pas forcément ensemble toujours en même temps, donc ça permettait peut-être aussi de créer de bonnes affinités, de bons automatismes. Donc c'était un match sérieux. Puis atteindre les 50 buts, c'est pas anodin. Voilà. Et je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Lilou Borg et d'Anne-Emmanuelle Augustine. Elles se sont livrées à la presse à l'issue de la rencontre en zone mixte. On a pris beaucoup de plaisir. On savait que c'était une équipe qui jouait beaucoup de duels. C'est une équipe atypique, donc on a essayé de les contrer en première mi-temps. Je trouve qu'on a pris un peu trop de buts, mais on a su réguler ça en deuxième mi-temps. Ça fait partie des derniers matchs à la maison sur cette saison. Finalement, la première mi-temps, elle ne reflète pas vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et en deuxième, on arrive à dérouler et à jouer libéré. Donc ça a été un bon match et un bon match de préparation pour la suite. J'ai envie de dire, quand on sait ce qu'on a à faire et que finalement ça marche, on ne peut que être contente. Et aujourd'hui, tout a marché pour nous. Donc ça a été un bon match. Arthur, si on lit entre les lignes, il y a un petit côté on est venu, on a vu, on a vaincu. Oui, après, c'est l'histoire souvent de ces matchs, évidemment, où le rapport de force est déséquilibré, même si c'est fort justement souligné par les joueuses en après-match. Il y a eu beaucoup de buts encaissés en première mi-temps, donc il y avait aussi une matière à travail sur cette deuxième période. La semaine dernière, Mathieu, pour vendre ce match, si je puis dire, t'avais annoncé un vrai spectacle qui allait être vraiment intéressant à voir. Certaines mauvaises langues auraient pu te prêter une certaine ironie, parce que forcément, il y a un rapport de force déséquilibré. Mais au contraire, dans ces matchs-là, Metz Handball, quand tu vois le score final, 50 buts, c'est rare quand même dans un match comme ça, même en championnat de France. Et pour tous les spectateurs, il y a eu des animations qui ont été faites avant le match. On a voulu faire de cet événement un événement familial. Quand le ballon du match arrive en tracteur, c'est qu'on a mis tout ça dans les grands termes d'animation, je veux dire. Donc, il y a peut-être des gens et des gamins qui ont vu pour la première fois un match de handball sur cette journée-là. Et c'est peut-être le cas à chaque match aux arènes. Donc ça fait partie de l'ADN de ce club, justement de jouer avec le plus grand sérieux tous les matchs, même ceux qui sont le plus déséquilibrés sur le papier, pour offrir l'expérience Metz Handball, si je puis dire, la plus aboutie possible à n'importe quel spectateur qui serait là aux arènes et qui a envie de passer un bon moment devant du sport. Lucie, Arthur en parlait un petit peu, cet écart au score, le plus 25, le fait de passer la barre des 50 buts, c'est pas tous les jours non plus dans le handball. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? De l'efficacité au tir, de la projection. Après, voilà, si on veut mettre plein de buts, il faut aussi accepter qu'il y ait beaucoup plus de possession, donc aussi beaucoup plus de tirs de leur part. Donc non, je suis contente pour l'équipe. C'est important, je pense, de se mettre en confiance avant les échéances en termes de jeu sur grand espace, sur défense, monter les ballons. Après... Là, dans ce match, il y a eu un peu tout finalement. Il y a eu de l'attaque placée, il y a eu des contre-attaques, il y a eu des stops, il y a eu des moments où il n'y en avait pas forcément. Vous avez pu travailler quand même pas mal de choses différentes. Je pense que c'était un match assez complet, dans lequel on a dû régler aussi quelques problématiques. Donc, complet dans le « ok, c'était bien » et dans le « ah, il faut ajuster ». Donc, c'est toujours très intéressant. Et bien sûr, très contente d'avoir eu cette barre des 50 parce que c'est pas souvent. Donc voilà. Surtout que en fait, vous avez marqué, je crois, 4 ou 5 buts en 3 minutes. Enfin, à la 55e, il en manquait encore 4. Donc, c'est vrai. Il y a eu des buts. Pas sûr que la barre des 50 soit... Non, ça a été très, très rapide. Donc, vraiment une efficacité. Et Chloé qui en met, je crois, 3 ou 4 d'affilée, d'ailleurs, des récupérations. Mais c'était à toute allure en fin de match. Ce qui ramène aussi à ce qu'on dit souvent du handball, c'est que tout peut arriver en 2-3 minutes. Donc c'est encore...
plus génial d'avoir une preuve à l'appui comme ça. Ouais, puis c'est une belle preuve quand on gagne à la fin et qu'on a fait un beau score. Oui. Alors justement, au niveau des écarts, moi j'ai fait mes petites recherches cette semaine pour voir quelles étaient les plus grosses marques, les plus gros écarts de la saison. Et le plus gros qui a été enregistré cette saison, c'est un plus 27 infligé par Metz Handball à Sambre. C'était en journée 18. En journée 4 au Havre, Brest avait collé un plus 26 qui était assez sec. C'est la deuxième place à égalité avec un certain Metz-Sambre, plus 26 lors de la J7. En numéro 3, il y a le plus 25 des Dragons face à la Stella en journée 24. Donc voilà, on le tient, on sait le situer dans les marques de cette saison. Et la médaille en chocolat, c'est Metz à nouveau, un plus 24 face au Havre. C'était la deuxième journée. Claire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du spectacle dans ce championnat, même si parfois il y a certaines équipes qui reviennent plusieurs fois, il y a quand même des écarts de niveau. Oui, après, je pense que pour les joueuses, c'est aussi important de pouvoir montrer au public qu'en fait, elles respectent tout le monde. C'est ce que disait Lucie, et puis qu'elles ont envie aussi de montrer du beau jeu, du beau spectacle, de prendre toutes les équipes sur le même plan. Donc, en tout cas, nous, dans les tribunes, ça peut que nous faire plaisir de voir des actions comme ça et de voir une telle intensité sur le terrain. C'est super chouette. En tout cas, en termes de nombre de buts inscrits, c'est la deuxième performance qui atteint les 50 buts. L'autre, c'était Brest contre le Havre avec 54 buts inscrits. Donc voilà, en termes de nombre de buts inscrits. Ils ont essayé de travailler un peu leur différence de buts à ce moment-là. C'était la journée 4, ils y travaillaient pas mal. Là, dernièrement, ils y travaillaient un tout petit peu moins, mais bon, c'est anecdotique. Je reviens sur les prochaines échéances en Ligue Butagaz Énergie, puisque Metz Handball retrouvera cette compétition mercredi, après la Coupe de France. Et ce sera un déplacement à Plan-de-Cuc. C'est chez toi, ça, Lucie. Qu'est-ce que ça fait de retourner jouer dans tes lieux d'origine, on va dire ? Forcément très contente. C'est un club que je porte dans mon cœur, qui sera à jamais, je pense, important pour moi. Donc très heureuse. Et en plus de ça, le match va se jouer au Palais des Sports. Donc c'est aussi une reconnaissance du handball féminin dans le Sud. C'est vrai que dans le Nord, surtout à Metz par exemple, le handball a une grande importance. Dans le Sud, parfois, il y en a un petit peu moins. Donc je suis très heureuse aussi pour le club qu'il puisse avoir accès à cette salle et qu'il puisse y avoir plus de monde qui viennent voir ce match. Qu'est-ce que tu penses justement de ce côté de plus en plus événementiel dans le handball, où on essaie de faire venir plus de monde dans des grandes salles? Il y a les matchs au Rhenus pour Strasbourg, il y a eu le match au Futuroscope récemment avec Chambray contre Brest, il va y avoir ce match-là au Palais des Sports. On essaie de rendre le handball un peu plus spectaculaire dans le sens de l'organisation au-delà même des matchs. Je pense que c'est important, je pense que c'est judicieux aussi parce que déjà ça laisse l'opportunité d'avoir plus de monde, parce que parfois les salles sont pleines. En tout cas à Metz, elle l'est souvent. C'est sûr. Je pense aussi que ça met de la visibilité sur le handball féminin. On sait ô combien les structures font des efforts pour structurer sportivement leurs effectifs, leur organisation. Et je pense que la médiatisation, c'est un pôle essentiel pour aider le sport féminin et le handball en particulier dans ce contexte-là à avancer. Je pense aussi que c'est des événements qui font plus parler. Par exemple, il y a un match au Palais des Sports, je connais rien au handball, mais je vais voir ce qu'il y a. Donc ça peut ouvrir aussi une perspective sur les personnes qui ne suivent pas le handball et qui se disent pourquoi pas tester, pourquoi pas essayer. Ouais, c'est sûr. Je ne vais pas caricaturer, mais c'est sûr que c'est plus vendeur le Palais des Sports de Marseille que le gymnase, je ne sais quoi. Il est super, le gymnase de Plan-de-Cuc. Sans parler de Plan-de-Cuc, mais je parlais même en général. Forcément. Ça fait plus venir de monde quand on dit, voilà, c'est le Palais des Sports. Ça a une ça délocalise. Ça délocalise. Du coup, certaines personnes qui sont dans certains secteurs peuvent y aller parce que c'est à côté. Enfin, il y a plein de choses et ça fait parler dans les médias, ça fait parler sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour moi au cœur du projet pour aider à croître finalement ce sport. C'est vrai que si les clubs en sont à créer de l'événementiel, c'est qu'ils ont déjà réussi à atteindre un certain niveau de structuration autour de leurs équipes, etc. Et c'est plutôt bon signe aussi. En tout cas, Plan-de-Cuc fait une belle saison, une 7e place à ce stade devant des équipes comme Paris 92 ou Besançon, ce qui n'est pas anodin. On débriefera bien sûr ce match la semaine prochaine. Pour le moment, je vous propose de prendre un temps mort.
Et le week-end passé, il y a un événement qui a mis tout le handball européen en émoi. C'est le Final Four d'European League qui se disputait à Dijon. Et l'équipe française a brillé, et ça fait plaisir. Il y a eu une demi-finale accrochée face à Esztergom qui a laissé place à une finale folle face au tenant du titre de Thüringer. Les joueuses de Clément Alcacer ont très mal démarré la rencontre. Elles ont concédé jusqu'à 9 buts de retard en fin de première période avant de renverser la table avec attitude de surcroît en deuxième mi-temps. Un club français qui remporte donc la petite sœur de la Champions League. C'est quand même plutôt pas mal. T'as suivi ça, Lucie ? Ouais, je l'ai regardé à la maison, juste après le match de la N1. Ah oui. C'était incroyable. En première mi-temps, rien ne passe. La gardienne fait énormément d'arrêts. Et je pense que j'ai été dans cette situation où, quoi que tu fasses, ça ne marche pas. Et en fait, elles ont su se relever. Et je trouve ça incroyable. Et ça met aussi une piqûre de rappel que c'est jamais fini. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait la dernière fois. Et ça nous met aussi en alerte, même si on n'a pas besoin de ça parce qu'on les considère comme des adversaires redoutables. Mais on regarde forcément un petit peu plus leur caractère et leur manière dont elles ont su se relever tout simplement et gagner ce titre. Ça nous rappelle ce que tu disais tout à l'heure, dans le handball, rien n'est fini, parce que même à -9 à la mi-temps, on arrive à renverser. Et justement, Arthur, on peut se demander, mais qu'est-ce que Clément Alcacer a bien pu leur dire au vestiaire ? Parce qu'elles sont revenues totalement transcendées et avec une attitude vraiment guerrière, les joueuses de Dijon, pour renverser cette finale. Moi, je vais essayer de jouer aux devinettes, mais je pense qu'à ce moment-là, il leur a dit qu'il n'y avait plus rien à perdre, qu'elles devaient se jeter corps et âme dans cette bataille. C'est quand même une première historique comme ça, d'être face à ton public pour Dijon, pour essayer de remporter une Coupe d'Europe. Il y avait peut-être un petit peu de pression en début de match, d'autant qu'elles ont remporté leur demi-finale. Elles n'avaient peut-être pas forcément le costume de favori, donc c'était assez délicat, je pense, pour la JDA Dijon d'entamer ce match. Mais elles ont réussi à, peut-être avec l'énergie du désespoir, je ne sais pas, et au bout d'un moment, quand tu commences à rattraper les buts, quand tu commences à grappiller ton retard, tu y crois dur comme fer, et ça met un coup derrière la tête de l'adversaire. Donc je crois deviner que c'est ce qui a pu se dire dans les vestiaires à la pause. Claire, on peut le dire, c'est aussi exceptionnel pour le handball français en général. On peut s'en réjouir, qu'on soit supporter de Metz, de Brest, de Paris ou autre, de voir une équipe française qui remporte un trophée de cette ampleur-là. C'est la petite Coupe d'Europe. Pour ceux qui suivent le foot, c'est l'European League, finalement, l'Europa League, pardon. C'est quand même un trophée majeur. Oui, tout à fait. Puis on a vu qu'il y avait un engouement français. Pour le coup, je connais plusieurs Messins qui, malheureusement, ne sont pas venus du coup au match et qui étaient... C'est vrai qu'il y en a qui ont fait bleu sur le match de la Stella et qui sont allés à Dijon, mais bon. Tout à fait. Je crois qu'il y avait une belle ambiance. Je crois que Sarah et Nanou y étaient aussi. On les a vus aux caméras. Donc c'est un événement en vrai qu'on rêve de voir à Metz. Alors bien sûr, les arènes sont un peu petites pour le Final Four, mais c'est magique de voir cet engouement. Et puis le scénario est encore plus fou. Ce week-end, il y a Roland-Garros qui débute et on peut justement peut-être le citer en disant que la victoire appartient finalement aux plus persévérants. Donc c'est aussi la beauté de ce sport, je trouve. Donc oui, en tant que supporter, en tant que Français, c'est génial d'avoir vu Dijon gagner et puis d'avoir vu cet engouement, en fait. Ça donne juste envie, nous, d'y aller maintenant. Oui, c'est sûr, ça c'est certain. Si je ne m'abuse, grâce à ce succès, avec les perfs aussi de Metz et Brest en Coupe d'Europe et les bonnes performances ces dernières saisons, ça modifie le ranking. La France va gagner une place en Coupe d'Europe et... peut-être que la JDA Dijon, qui sera qualifiée, je pense que cette victoire leur assure la qualification. La JDA Dijon est certaine d'être qualifiée en European League l'année prochaine. Est-ce que le club est assez structuré pour je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Mais est-ce que la JDA Dijon demandera une demande d'upgrade, de wildcard pour passer en Ligue des Champions ? On sait que ICAST a gagné la deuxième Coupe d'Europe il y a de ça quelques saisons et aujourd'hui une équipe crédible en Ligue des Champions. Ça pourrait être super sympa pour le hand français d'avoir 3 équipes en Champions League. En tout cas, voilà, et de mettre d'autres équipes aussi en Coupe d'Europe. La modification au ranking a cet effet-là, c'est-à-dire qu'il y a 2 places en Champions League qui sont réservées à un club français d'office. Jusqu'à maintenant, il y en avait une seule et il fallait faire une demande d'upgrade, de wildcard. Wildcard, ouais. Et il y a une 3e place en wildcard qui est possible, donc un club français peut demander à être upgradé en Ligue des Champions. Et derrière ça, il y a des places aussi en European League qui sont disponibles.
Donc à voir comment ça va se structurer. Ça va se jouer aussi au classement de fin de saison, là où la JDA a peut-être eu un petit peu de mal à jouer sur tous les tableaux et se classe un petit peu moins bien en LFH, même si elles sont en train de remonter. Voilà, il y a des places. En tout cas, le handball français va pouvoir briller grâce à ça. Donc c'est une très bonne chose. C'est terriblement important derrière Metz-et-Brest. Bien sûr, et on parlait justement d'événementiel, etc., de choses comme ça juste avant. Le fait de pouvoir organiser ce Final Four à domicile, ça en fait partie. J'ai vu passer le chiffre, je crois, pour Dijon, ça représentait 200 000 €, je crois, d'investissement. Il y a la métropole qui est rentrée dans la danse et des partenaires qui sont rentrés dans la danse, et ça a permis d'organiser un événement comme ça en France. C'est exceptionnel, ça aussi, Lucie, de voir qu'un petit peu qu'il y ait tout le monde au diapason pour faire en sorte que ça pousse, quoi. C'est incroyable et tout le monde a mis sa bonne volonté, bien sûr, mais derrière ça, il y a... Même si on peut avoir toute la bonne volonté du monde, il y a aussi la question économique. Donc non, tout le monde a fait ce qu'il fallait. Et on voit, moi ça m'a questionné aussi sur ce genre d'événement à domicile. Parce que c'est vrai que je pense que l'apport du public, de l'ambiance est quelque chose d'irremplaçable. Après moi, mes souvenirs j'ai jamais fait... jusque-là, mais par contre en Champions League, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup, par exemple, de Messins, de se sentir presque comme chez soi, parce qu'on n'est jamais quand même chez soi quand on est à Budapest, mais ça apporte énormément. Donc j'aimerais savoir, et je leur demanderai, mais après la Coupe, si le fait d'être à la maison a joué aussi sur cette remontada ou pas. C'est sûr que c'est plus dur de faire une remontada à l'extérieur avec un public hostile de part et d'autre, alors que là, c'était tout le monde qui était ensemble pour aller chercher ce titre. En tout cas, c'est un résultat exceptionnel. Et dans ce résultat exceptionnel, il y a pas mal de personnalités qu'on connaît bien en Moselle. On va quand même les citer parce que ça fait toujours plaisir de tisser des liens avec ce qui se passe à Metz Handball et autour de nous. Il y a Clément Lacasser qui est à la tête de l'équipe. Il a dirigé le centre de formation jaune et bleu pendant plusieurs années. Sladana Poplazic qui a porté le maillot de Metz Handball aussi. Puis du côté des joueuses, Laura Faubar, Kenza Bouguerche, Manuela Dos-Reis qui ont été aussi en partie formés à Metz Handball. On ajoute aussi Nyoncia Nyombla qui a porté le maillot de Metz Handball, notamment sur la saison du premier Final Four en 2019. Ça reste aussi dans l'histoire quand on a porté le maillot de la première fois. Et puis il y a Lilou Pinta qu'on connaît peut-être pas encore parfaitement, mais qu'on va apprendre à connaître très vite puisqu'elle rejoindra Metz Handball en 2026-2027. Ça aussi, ça fait plaisir, Claire, des personnalités qu'on a connues, qu'on connaît et qu'on peut suivre un petit peu à travers cette victoire-là, de se dire bon bah voilà, ça fait plaisir de voir ces gens-là gagner. Oui, c'est pas nous qui gagnons, bien sûr, mais c'est toujours encore plus sympa d'avoir des visages familiers, des personnes qu'on peut potentiellement connaître, des joueuses où on connaît leur potentiel. Donc s'il y a rien. Surtout qu'il y a des joueuses qui ont été formées à Metz Handball, mais qui n'ont pas forcément percé à Metz Handball, qui sont passées par des chemins détournés. Je pense à Kenza Bouguerche, par exemple, qui était partie plus sur des clubs de D2, qui a été rappelée en joker en janvier. Et le timing, il est parfait, quoi. Tout à fait. Non, c'était vraiment un très bel événement avec finalement une belle osmose tout autour et tous les ingrédients qu'il fallait pour réussir ça. Donc on en a parlé, cette victoire, elle permet de modifier le ranking de la France au niveau européen et ça c'est une très bonne chose, ça va donner des places européennes en plus. Donc ça va peut-être aussi aider le handball français à évoluer et aller un petit peu de l'avant et ça, on est toujours preneur ici, on est plutôt d'accord avec cette situation. Et cette actualité avec la victoire dijonnaise, elle tombe parfaitement bien puisque le prochain match des Dragons, c'est face à la JDA Dijon. On en a déjà un petit peu parlé, c'est pas n'importe quel match, c'est la finale de Coupe de France. On en parle sur les terrains. Voilà, on l'effleure un petit peu depuis tout à l'heure. On va se projeter vraiment sur cette finale de Coupe de France face à la JDA. Ça se jouera dimanche à 17h45 à l'Accor Hotel Arena, ou à l'Accor Arena, je ne sais plus, ils ont changé de nom tellement de fois, je suis perdu. À Bercy. Paris, à Bercy. Ce sera juste après un showcase de Jennifer. Et ouais, incroyable le showcase. Non, ça ne nous intéresse toujours pas. C'est un remake de la finale de 2023-2024. Et justement, Lucie, cette finale 2023-2024, c'était la première fois que tu remportais la Coupe de France dans ta carrière. C'était ton premier trophée en club, d'une manière générale. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Forcément, j'étais trop contente. On a la photo, tu te caches un peu sur la photo. Mais ouais, c'était la première année, la deuxième, je suis plus proche. Je vous jure, elle était là. Mais non, c'était génial. Il me semble que c'était l'année d'avant où je suis avec Besançon et je joue la finale 2 ans avant. 2 ans, ouais. 2 ans avant, je joue la finale avec Besançon, je perds. Première fois que je vis une finale comme ça. Donc cette année 2023-2024, la gagner, c'était quelque chose d'incroyable. C'était aussi, c'est une année où on fait le Coupe Championnat qui
qui forcément, première année, 2 titres comme ça, c'était incroyable. C'est quand même plus sympa quand on gagne. Hein. C'est quand même plus sympa quand on gagne. Et puis, il ne faut pas se lasser des victoires. Il ne faut pas... souvent, on pourrait croire qu'on se lasse des victoires et joueuses, public, tout le monde. Mais en fait, gagner un match, c'est toujours difficile parce que si on ne met pas les ingrédients, ça ne marche pas. Notamment sur les matchs à coups près comme ça, où chaque chose peut arriver, en tout cas pour moi. Donc, j'ai encore entendu que des Messins se déplaçaient, allaient venir avec nous. Et je pense que c'est hyper important. Et j'espère qu'on ramènera la coupe à la maison. Ça fait très remake. Ça marche, on le prend. On le prend. Je l'espère. Justement, Arthur, c'est la 5e finale consécutive pour Metz Handball qui a déjà remporté donc 4 titres sur cette série, la possibilité de remporter un 5e. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? C'est quand même pas rien, un club qui réussit à se qualifier comme ça, avec autant de régularité sur des finales de coupe. Ça prouve, comme tu le dis, la régularité, la rigueur aussi de Metz Handball qui s'attache à jouer tous les matchs à fond, toutes les compétitions à fond. Il faut gagner ce sera peut-être pas le cas, vraisemblablement pas le cas cette année pour le championnat de France, mais l'objectif premier, c'est de rafler tous les trophées nationaux. Et la Coupe de France, elle est importante. Là où il y a quelques saisons, peut-être que Brest n'accordait pas cette même importance à la Coupe de France. Et étant donné que forcément, Metz Handball s'est débarrassé de son rival plus tôt dans la compétition, je pense que cette finale, c'est peut-être la plus belle finale possible entre une équipe qui vient de gagner une Coupe d'Europe et Metz Handball qui vampirise tous ses trophées depuis de nombreuses années. On va dire que le rapport de force psychologique, déjà, il n'est pas du tout en faveur de la JDA Dijon. Mais il faut souhaiter peut-être que ce match soit peut-être un peu plus serré. Mais quand on connaît la qualité de Metz Handball sur ces matchs couperets, à vraiment se démarquer tout de suite et montrer dès les premiers instants qu'on a l'ascendant et que ce trophée il ne peut pas nous échapper, même si bien sûr tout peut se passer dans un match de hand, on peut déjà assumer le fait que Metz Handball va produire un grand match comme il le ferait pour un match de Ligue des Champions, pour ce type de match à enjeu. Justement, Claire, qu'est-ce que tu penses de la capacité à rebondir des joueuses de la JDA? Parce que personnellement, dans mon imaginaire, j'ai vu tellement de stories, de réels sur Instagram, etc. Pour moi, elles sont encore en train de célébrer sur le terrain à l'heure où nous parlons. Donc, est-ce que tu penses qu'elles vont réussir à rebondir de la grande fête et de la grande libération que ça peut être de gagner un titre européen vers une finale de coupe? Oui, ça j'en suis sûre. Enfin, c'est une finale, elles viennent d'en vivre une. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, au contraire, elles vont se dire tout est possible. Moi, j'ai pas spécialement envie d'un match, justement, plus resserré. Personnellement, si vous pouvez mettre un +10, ça me va très bien. Mais non, je pense qu'au contraire, elles vont être très motivées. Elles vont peut-être être justement dans un élan de confiance, d'une dynamique. Et en même temps, je pense que, justement, force à Metz Handball, justement, de leur montrer que c'est l'European League et que, pour le coup, qu'elles le veulent tout autant, voire plus qu'elles. Donc je pense que ça va être un beau combat justement entre les vainqueurs de l'European League et un club qui va au Final Four. Donc je pense qu'effectivement ça va être une belle fête du handball. Et je pense que pour Metz, pour le coup, vu que c'est un match couperé, par rapport à la préparation de Budapest, je pense que ça tombe très bien. Donc voilà, à Metz de bien le préparer et puis pour le coup de conclure. Quand on connaît la volonté de gagner qui anime tout cet effectif, même le club dans toutes ses composantes, une finale comme ça, on la joue, je pense, surmotivée. En tout cas, je vous ai entendu réagir. Elles sont plus sur le terrain en train de célébrer? C'est fini, bon, ok. D'accord. Non, je pense qu'elles sont bien retournées à l'entraînement. Et que ça... Je leur ai dit que vous pouvez faire la fête jusqu'à dimanche matin, ça ne me dérange pas. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que beaucoup de supporters, justement, ça chambrait entre supporters de Metz et de Dijon. Beaucoup de supporters de Dijon ont dit bon, allez, on vous laisse la coupe, mais par contre, on garde celle-là. Moi, je ne pense pas non plus. Pas sûr que ça marche comme ça. Je pense que dimanche, non, ça sera chacun pour soi. Je suis sûr que ça marche comme ça. Lucie, vous l'avez battue 2 fois cette saison, la JDA, en championnat. C'était 43-30 en janvier, 42-23 en avril. Est-ce que tu t'attends à un match différence avec les finales? Ça change aussi un petit peu les équipes. Tu l'as vécu aussi avec Besançon. Quand on arrive en finale, on ne joue pas le même handball non plus. Je m'attends à rien. J'ai pas envie de faire de prévisions parce que je pense que quand on se projette dans quelque chose, ça arrive jamais vraiment comme on le souhaite. Je pense au Monténégro avec l'équipe de France, quand on les gagne plus
un peu plus de plus 10 et qu'ensuite elles viennent nous prendre la médaille. Je pense aussi aux bonnes perfs qu'on a faites lors des matchs contre Dijon, mais je m'attends à rien. Je pense que ça va être un match difficile, puisque quoi qu'il arrive, qu'on gagne de plus 10, qu'on perde ou qu'on gagne de peu, c'est toujours difficile une finale. Donc je m'attends à quelque chose d'intense et j'espère moi aussi gagner et gagner du plus qu'on peut. En tout cas, on parlait justement de la volonté de gagner de la Gida Dijon aussi. Et Lilou Pinta, dans une interview, qui disait que si elle pouvait shipper un titre à Metz Handball, elle le ferait bien volontiers, même si c'est son futur club. Et en même temps, est-ce qu'on attendait autre chose? Une joueuse qui nous dit non, j'ai pas envie de gagner. Non, ça m'intéresse pas. Non, je me sacrifie toute l'année à l'entraînement, etc. Mais le titre là, allez, je vous le laisse. Ça n'existe pas. En tout cas, ce match, il aura lieu dimanche, comme je le disais, à 17h45. Ce sera un match important pour cette saison. La possibilité pour Metz Handball de remporter un premier titre de l'année. Une très bonne préparation aussi, avec un match coup près en vue du Final Four. On va voir ce que ça raconte. En tout cas, personnellement, j'y serai. On en reparlera la semaine prochaine. J'irai chercher les petites réactions à droite et à gauche dans les coulisses après le match. Et on en reparlera dans le prochain Dragon Mag. Pour le moment, je vous propose de profiter des dernières minutes de l'émission pour délivrer quelques jets de 7 mètres. Et les jets de 7 mètres, vous le savez, c'est la partie un petit peu questions-réponses de l'émission. On va échanger avec toi, Lucie. Et souvent, je m'autorise la première question parce que c'est quand même moi le chef. Donc je vais commencer avec tout ça. Je voudrais qu'on parle de ton rapport, de tes relations avec les supporters. En déplacement à Budapest pour le quart de finale contre Ferencváros, j'ai pu l'observer un petit peu de mes yeux, ces échanges qu'il peut y avoir parfois. Alors ils t'ont un peu couvert de cadeaux cette fois-là. Et puis il y a aussi ces moments de discussion, d'échange assez spontanés. Quel est le rapport que tu entretiens avec tout le monde ? Je reste moi-même. Je suis quelqu'un qui est avenante. Je suis quelqu'un qui aime partager les choses. Je respecte aussi les limites puisque chacun doit avoir son espace. Et je trouve que alors je ne veux pas faire de bêtises avec les COP, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup à Metz. Mais en tout cas, tout le monde est tellement gentil. Tout le monde nous soutient. J'espère que tout le monde fait la part des choses lors des grands événements pour que tout le monde soit mélangé ensemble parce que pour moi c'est une unité et je suis très heureuse et reconnaissante d'avoir autant de soutien, moi et l'équipe. Ces gens sont formidables. Et c'est intéressant ce que tu dis sur justement respecter les limites parce qu'effectivement il y a un rapport supporter, joueuse, etc. Et il faut entretenir quelque chose qui est sain et pas que ça dépasse non plus les bornes. On a déjà vu par le passé des situations un petit peu déplorables et j'ai le sentiment qu'avec la plupart des supporters messins ça se passe quand même plutôt pas mal et que tout le monde arrive à respecter ça et j'espère que ce sera toujours comme ça à l'avenir. Claire, une question pour Lucie. Là, on arrive en fin de saison. Tu as joué énormément de matchs. Bon, Manon est de retour, donc du coup, tu peux un peu plus souffler. Toi, en tant que justement joueuse de haut niveau, d'athlète de haut niveau, comment est-ce que tu gères l'aspect justement physique où justement on sait que là, les matchs qui arrivent vont être les matchs couperés et en même temps, c'est les matchs où en théorie, vous pouvez être un peu les plus fatigués. Donc comment toi, tu gères cet aspect-là dans toute ta saison peut-être et là particulièrement? Je dors beaucoup, j'aime dormir, je fais beaucoup de siestes. J'ai un petit peu aussi eu la chance d'avoir des interventions de docteurs qui expliquaient comment fonctionnait le sommeil, etc. Donc je me base beaucoup sur ça. Et j'essaie d'équilibrer en fait, bien sûr, mon alimentation, la kiné. Et je me suis rendu compte aussi que ce qui me faisait du bien aussi, c'est de ne pas penser au handball des fois. Et j'arrivais à un stade où je pensais tout le temps handball. Et ça ne marche pas. Et je pense que c'est pareil aussi dans chaque métier. Il faut des temps off, il faut des temps où je ne pense pas à ça. Donc, j'utilise mon école, par exemple, puisque je fais un double cursus. J'utilise ma famille, mes amis. Et c'est un équilibre à trouver. Je pense que c'est une question c'est l'excès, le problème dans chaque situation. Et si on a un petit peu de tout, je trouve ça bien. Et aussi, je fais beaucoup de préparation mentale. Parce que j'estime aujourd'hui qu'un sportif de haut niveau, alors chacun fait comme il veut, mais moi en tout cas, j'en ai besoin pour pouvoir être stable le plus possible sur une saison. Cette prépa mentale, justement, ça consiste en quoi? Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé par les sportifs de haut niveau. À Metz Handball, il y a plusieurs joueuses qui font appel à ce processus. Ça consiste en quoi?
Alors, j'utilise plusieurs méthodes. Déjà, je travaille avec quelqu'un qui fait de la psychologie, qui est psychologue et de la PM. Pour faire très court, la psychologie, c'est ce qui va être basé autour de l'humain, et la PM, ce sera plus au niveau de la joueuse, de l'athlète. Et je suis une personne qui pense que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est des choses qui doivent s'articuler de bout en bout. C'est des séances en visio pour moi. Il y a aussi des gens en présentiel, et c'est aussi se connaître mieux soi-même, comprendre ce dont on a besoin. Je suis quelqu'un de très anxieuse, donc aujourd'hui, notamment avec la société qui a énormément évolué, etc., j'avais beaucoup de troubles de l'anxiété, par exemple. C'est rare que j'en parle, mais j'apprends à vivre avec, j'apprends à comprendre ce que me dit mon corps, et finalement, tout ça m'apporte énormément aussi dans mon sport et dans mon métier, finalement. Donc, c'est du travail. C'est un petit peu comme le travail physique, sauf que c'est la tête, et c'est éduquer mon cerveau à penser comment, pourquoi, et être le plus efficace de bout en bout dans mon métier. D'une certaine manière, le handball, même s'il y a des matchs à enjeu, même s'il y a l'équipe de France, bientôt le Final Four de Ligue des Champions, ça peut être aussi une forme de détachement aussi de ce que tu évoques avec la notion de plaisir sur le terrain. Ça peut... Oui et non. Oui, parce que j'aime ce que je fais, je me régale, et c'est un métier passion, et j'ai énormément de chance, mais c'est aussi mon métier, et il y a des rapports de performance. Je dois avoir, on va dire, un seuil à respecter pour pouvoir servir au collectif, puisque je suis pas dans un sport individuel, donc si j'échoue, je participe finalement à l'échec collectif. Alors bien sûr, on ne peut pas gagner à chaque fois, et je pense que c'est le sport aussi, mais c'est grâce au handball parfois que j'arrive à sortir de cette anxiété, mais c'est aussi à cause finalement du handball où parfois je dois réfléchir et penser autrement, et c'est ce qui est génial. Franchement, je me régale à essayer de comprendre le rapport au corps. Par exemple, des fois quand j'ai des douleurs, etc., pourquoi alors bien sûr, il y a trop de muscu, je me suis emballée, j'ai pris un poids qui était beaucoup trop fort, mais il y a aussi le « ok, t'es fatigué, repose-toi et on verra demain ». Donc c'est hyper intéressant, et je trouve ça génial. Et le hand en est parfois la résolution, mais parfois la cause. C'est vrai que c'est super d'avoir cette démarche quand même de bien se connaître soi-même, qu'on soit sportif ou non sportif. Il y a quand même cet aspect de se connaître soi-même, ça permet d'avancer dans la vie, et c'est une bonne démarche, je pense, que tu as eu d'essayer de te faire accompagner, de trouver les bonnes solutions de ce côté-là. Alors je vais changer un petit peu de thématique, on passe un peu du tout au tout, mais Thierry Weisman, quand il était à ta place il y a quelques semaines, évoquait le fait qu'il fallait commencer à prévoir les saisons à venir, et notamment les contrats qui se terminent. Le tien, il se termine en 2027. Comment est-ce que tu vois l'avenir ? Je ne te demande pas tout de suite si tu vas signer, mais comment est-ce que tu vois l'avenir en tout cas ? Alors j'avoue que j'y pense pas trop, puisque là je suis à deux jours et 2 semaines des grosses échéances de l'année que j'ai attendues depuis juillet dernier. Là. Je verrai où mon cœur et ma tête me dit d'aller. Si c'est rester à Metz, ce serait rester à Metz. Si j'ai d'autres opportunités, je ne me ferme à rien. Voilà, je suis quelqu'un je l'espère, être réfléchi. Je mets le pour et le contre, on va dire, sur les choses. Alors aujourd'hui, difficile de vous dire « je veux rester, je veux partir » parce que j'en sais rien. J'y ai pas trop réfléchi. On verra aussi quand le club viendra me parler. Donc voilà, je me laisse du temps, je me prends pas trop la tête sur ça, et on verra ce que l'avenir me réserve. Ah oui. Thierry, il faut préparer les arguments, elle n'est pas encore sûre, donc il faut vraiment préparer la liste là. À ma gauche, est-ce qu'il y a encore une question pour... en termes d'échéance, je fais très vite clair. Il y a du temps pour tous les deux, vous inquiétez pas. Il y a ce fameux Final Four de Ligue des Champions, évidemment, que les supporters attendent, que tout le club attend. C'est la dernière ligne qui manque au palmarès du club. Comment tu l'avais vécu, toi, l'an dernier, ce Final Four à Budapest, au-delà du résultat, évidemment, qui était décevant, mais sur le terrain, dans l'approche de cet événement, dans la découverte de la salle, si je puis dire.
C'est assez particulier parce que c'est quelque chose d'à part. Ça me rappelle un petit peu, par exemple, les Jeux. J'avais fait des compétitions internationales, mais c'était un monde à part. Et j'ai l'impression que Budapest, c'est vraiment un monde complètement différent de la Champions League. C'est quelque chose de magique qui donne envie de rêver, mais quand tu y es, tu as juste envie de performer. Et je pense que ça a été très dur. Ça a été un échec de ne pas réussir à au moins se projeter en finale. On sait qu'on a aussi déçu beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus, mais parfois, j'ai souvent vu, oui, on gagnait +6 et après on perd. Ça m'a rappelé un peu le match de Dijon, pardon, parce qu'il y a une question aussi de dynamique, il y a une question d'ascendant psychique entre les deux. J'ai l'impression qu'on est, en tout cas aujourd'hui, plus prête en cas de difficulté. Alors, c'est toujours facile de le dire avant que ça se passe qu'après. Mais ouais, ça a été un peu difficile puisque c'était une expérience incroyable et c'est toujours de l'expérience, même si on perd, qu'on soit 2e, 3e ou 4e. Je pense que ça amène quelque chose d'important, l'expérience. Paris a mis 10 ans, je crois, non, c'est pas ça, a gagné sa première Ligue des Champions. Faut pas plus. Mais ça te fait mal de dire ça, je pense, en tant que Marseillaise. Ouais, disons que mon père, s'il regarde l'émission, mais à la fois, ouais, déçu. Donc, plein de sentiments partagés, je dirais. Claire, la dernière question est pour toi. Alors j'avais envie de te demander, est-ce que en tant que joueuse, il y a un match qui t'a particulièrement marqué, que ce soit positivement, négativement, enfin, est-ce qu'il y a un ou plusieurs moments qui reviennent peut-être justement pour t'aider, en souvenir ou tu parlais d'expérience, est-ce que voilà, qu'est-ce qui a pu te marquer toi en tant que joueuse ? Je ne vais pas parler trop de négatif, mais j'en ai. J'ai des matchs où je sens que quoi que je fasse, ça ne marche pas. Et justement, aujourd'hui, je travaille sur les clés, trouver les clés qui font que non, il n'y a pas de série, c'est impossible que ça ne marche pas plusieurs fois d'affilée parce que c'est écrit. Donc, je vais parler que du positif. Je peux parler du match contre Brest pendant la Coupe, où, alors bien sûr, on a gagné, on s'est qualifié, donc c'est ça qui prédomine. Mais j'ai eu ce sentiment qu'on appelle flow, ce sentiment où rien ne pouvait nous arriver et ce sentiment de toujours y aller. S'il y a un échec, une perte de balle, peu importe. J'avais ce sentiment que rien ne m'empêcherait d'y retourner. Je me souviens aussi du match contre TSM il y a quelques années, où la première fois où on se qualifie, pour moi en tout cas. Donc, je pense que c'est pas vraiment les matchs que je retiens, c'est plutôt ce qui m'ont fait vivre, les regards, les moments de partage avec les filles. Je pense que finalement, dans 20 ans, ce que je retiendrai, alors bien sûr, j'aurai les médailles, j'espère, mais il y en a déjà quelques-unes. oui, j'ai la chance d'en avoir eu, mais ce que je retiens, c'est les moments. Et quand j'en parle avec les gens, c'est « Ah, tu te souviens de ça et de ça et de ça ». Donc, voilà. Eh ben, c'est un joli mot pour terminer cette émission. Voilà, créer des souvenirs, créer des moments et des choses en commun avec tout le monde. Je te remercie, Lucie, d'être venue sur notre plateau. Merci Claire, merci Arthur également d'avoir pris part à l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. Merci de nous être fidèles à chaque rendez-vous. À très bientôt.